Pendant près de 20 ans, un surdoué en mathématiques entretient le fantasme de détruire la société industrielle. Il pose des bombes ou en envoie par la poste à d'innocentes victimes. Au cours de cette vague destructrice, 3 personnes perdront la vie et des dizaines d'autres seront blessées. C'est le dossier le plus complexe du FBI. Des agents ont enquêté pendant 17 ans à la recherche du terroriste invisible qu'on avait surnommé Unabomber. Le 25 mai 1978, à Evanston, dans l'Illinois, un professeur en ingénierie du nom de Buckley Christ de la Northwestern University arriva dans la salle de courrier avec un colis dans les mains. Son nom figurait sur le colis à titre d'expéditeur. Pourtant, il ne connaissait pas l'homme à qui il l'avait présumément envoyé. Le garde de sécurité Terry Marker lança à la blague qu'il s'agissait peut-être d'une bombe. Il ne s'était pas tout à fait trompé, même si la bombe s'avéra inoffensive. C'était le début d'une vague de destruction qui allait mystifier les services du FBI pendant près de 20 ans et terroriser une nation tout entière. Le 15 novembre 1979, le vol 444 de la American Airlines décolla de l'aéroport de Chicago en partance pour Washington. Le Boeing 727 prenait de l'altitude lorsque la cabine s'emplit de fumée. Ce fut l'état de panique. L'avion dut atterrir à l'aéroport Dulles en Virginie. Plus d'une dizaine de personnes furent incommodées par la fumée et durent recevoir les soins requis. L'un des fils de la bombe avait mal été fixé. Heureusement, sinon plus d'une centaine de personnes auraient perdu la vie. Aux États-Unis, poser une bombe dans un avion est un délit de juridiction fédérale. On fit appel à l'agent Chris Roney du FBI pour examiner la bombe. C'était essentiellement une boîte de bois qui visiblement était assemblée à la main. Elle contenait un interrupteur barométrique, d'autres composantes de mise sous tension, des piles, des fils électriques et un contenant pour la charge explosive. La variation de la pression atmosphérique dans la soute à bagages activait l'interrupteur barométrique. C'était cet instrument qui devait provoquer l'explosion de la bombe. L'utilisation de cet équipement sophistiqué indiquait à coup sûr que le coupable était quelqu'un de très compétent en la matière. Roney commença son enquête auprès de la police de Chicago. Il espérait trouver quelque chose qu'il pourrait comparer au dispositif trouvé dans l'avion. Suite à des recherches approfondies, on identifia 2 incidents mineurs qui s'étaient produits à la Northwestern University. Apparemment, il n'y avait aucun lien entre eux. Lors du premier incident, Terry Marker avait été blessé. Le 9 mai 1979, une autre bombe avait explosé à l'université et avait grièvement blessé l'étudiant John Harris. La conception de la deuxième bombe était pratiquement identique à la première. Mais comme les incidents avaient relativement peu d'importance, les autorités n'avaient pas tenté d'établir des liens. On avait attribué ces bombes artisanales à des farceurs de mauvais goût et on s'était débarrassé des restes des dispositifs. À partir des photos seulement, Chris Roney établit que les 3 bombes avaient toutes été fabriquées par la même personne. Il y avait une certaine technique de fabrication. La façon dont le bois avait été coupé, assemblé, les marques sur le bois et la façon dont le ruban adhésif avait été collé. À partir des photos, j'ai tout de suite su que c'était la même personne dans les 3 cas. Les bombes tuyaux placées à l'intérieur des boîtes de bois étaient constituées de composantes ordinaires, des vis, des clous, de la poudre explosive et du ruban adhésif. Ces composantes étaient de fabrication artisanale et avaient été limées de façon à ce qu'il soit impossible d'en retracer la provenance.
Certaines composantes semblaient avoir été faites avec plaisir par l'auteur, tellement elles avaient été façonnées avec soin et minutie. Ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point cet individu avait mis du temps sur cette bombe et combien il semblait avoir apprécié l'affaire. Il n'y avait pas de doute possible. Le FBI était aux prises avec un récidiviste, un criminel passionné par ce qu'il faisait. Dans les années 50, dans une banlieue de l'Illinois, un jeune garçon timide et très intelligent du nom de Ted Kaczynski sauta une année à l'école élémentaire. Il était introverti et préférait étudier seul dans sa chambre, particulièrement la chimie. C'était un jeune enfant prodige, dont l'intelligence était supérieure à la moyenne. Son quotient intellectuel avait été évalué à 170. Il avait fait son admission à Harvard à 16 ans et avait obtenu son diplôme 3 ans plus tard, en 1962. En seulement 5 ans, il avait obtenu son doctorat de l'Université du Michigan. Il était l'assistant du professeur de mathématiques de l'Université de Berkeley en Californie. Kaczynski n'était pas un professeur populaire ni sociable. Pratiquement personne n'eut l'occasion de le connaître intimement. En 1969, il donna sa démission abruptement. La dimension sociale de sa profession semblait trop demander de lui. Il ne se sentait pas à l'aise dans le rôle de professeur. En 1971, Kaczynski décida d'abandonner complètement la vie en société. Il fit l'acquisition d'un acre et demi de terre en région, près de Lincoln, au Montana, à 1800 mètres au-dessus de cette société dont il ne voulait plus. Il construisit une cabane de moins de 3 mètres carrés, sans électricité ni eau. Il y vivait seul, lisant et écrivant. L'un de ses écrits était un essai virulent de 23 pages, dans lequel il s'insurgeait contre l'obsession de l'homme moderne face au progrès technologique. La recherche scientifique, écrivait-il, va inévitablement nous conduire à la mort de la liberté individuelle. Il en envoya une copie à son frère David. Ce dernier le lut et le rangea dans un coffre où il allait demeurer pendant les 25 prochaines années. En juin 1978, Ted Kaczynski sortit de sa cabane pour aller travailler pour son frère à son usine de coupe de mousse de polyuréthane. Son comportement bizarre finit par dépasser les bornes. Ted insulta une de ses collègues de travail qui avait refusé ses avances sexuelles. Son frère dut le renvoyer. Ted était rongé par le ressentiment. Il retourna vivre dans sa cabane au Montana, jurant de ne jamais revoir sa famille. Ce surdoué introverti était frustré de n'avoir pu s'intégrer socialement. Il devint encore plus solitaire, convaincu que l'homme moderne était incapable de le comprendre. Il commença dès lors à percevoir la société comme un obstacle qu'il lui fallait vaincre. Avec le temps, Ted s'habitua à sa vie de reclus. Il faisait tout pour être autonome et cultivait même ses propres fruits et légumes. Il avait peu de contact avec le monde extérieur, préférant la compagnie de la nature sauvage du Montana. Ted n'allait à Lincoln que très rarement. Et lorsqu'il y allait, c'était pour aller consulter les livres de référence de la petite bibliothèque municipale. Le 3 mai 1980, il se rendit à Lincoln sur le vélo qu'il avait fabriqué lui-même. Cette fois-ci, il n'irait pas à la bibliothèque. Il prit l'autobus d'Helena et loua une chambre au Helena Park Hotel. Le lendemain, il prit la direction de la côte ouest. Il avait une affaire pressante à régler. Percy Wood, le président de la United Airlines, reçut un colis à sa résidence en banlieue de Chicago le 10 juin 1980.
Quelques jours plus tôt, il avait reçu la lettre d'un inconnu qui lui promettait de lui envoyer un livre dont la portée sociale était très importante. Wood ouvrit le colis au-dessus du comptoir de sa cuisine. Il en retira un livre, Ice Brothers, de Sloan Wilson. Wood était intrigué. Pourquoi ce livre était-il significatif? Il l'ouvrit. Il passa à un doigt de la mort. Le terroriste s'était considérablement amélioré. C'était sa 4e bombe et sa plus puissante jusqu'à présent. Les experts en explosifs du FBI et de l'ATF, le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, se rendirent sur les lieux. Ils reconnurent immédiatement la signature du terroriste. À chaque fois, il s'agissait de bombes tuyaux et leur fabrication toujours la même. Sur cette bombe, cependant, le terroriste avait laissé une carte de visite. Gravée sur un morceau, dans les débris, se trouvaient les lettres F et C. Les lettres avaient été mises là à dessein. Elles avaient même été gravées de façon à résister à la détonation. Il n'y avait pas d'autre explication ni aucune autre fonction à leur présence. C'était une signature. Il n'y avait plus qu'à tenter de comprendre leur signification. Les experts du FBI avaient déjà trouvé un surnom à l'auteur de ces crimes, Unabomber. Un pour université et A pour avion, ces deux cibles de prédilection. Lui trouver un surnom avait été facile. Le retrouver, lui, serait bien plus complexe. En 1981, les lettres FC étaient l'indice le plus important dont disposait le FBI à propos de Unabomber. Les agents vérifièrent les antécédents de milliers de personnes avec ces initiales. Pendant ce temps, le terroriste continuait sur sa lancée. En octobre, on retrouva un colis dans un immeuble de l'université de l'Utah. C'était une bombe tuyau. Heureusement, elle n'éclata pas. Les experts pourraient examiner cette bombe intacte. Peut-être leur serait-il possible de retracer une de ses composantes, mais cela prendrait du temps. Unabomber était toujours actif. Au printemps de 1982, un colis destiné au professeur Leroy Wood Burnson explosa dans les mains d'un assistant de l'université de Vanderbilt. La bombe avait été fabriquée avec les mêmes matériaux. À nouveau, on retrouva une pièce avec les lettres FC dans les morceaux qui en restaient. Les experts passèrent plusieurs heures à analyser les moindres détails de la bombe. On trouva alors un indice bien étrange. Les deux dernières personnes à avoir été la cible du terroriste portaient le nom de Wood, soit le mot bois en français. Le bois jouait un rôle important dans ces bombes. On le retrouvait chaque fois. S'il n'y avait pas de bois dans la fabrication, le suspect en ajoutait quelques bâtonnets, tout simplement, sans aucun autre motif. Il y avait des références au mot « bois » dans les adresses et les noms des personnes à qui il s'attaquait. Mais à mesure que les recherches du FBI s'intensifiaient, la puissance des bombes de Unabomber augmentait elle aussi. Le 2 juillet 1982, le professeur Diogenes Angelakos de l'université de Berkeley en Californie, un mari dévoué et un professeur apprécié, remarqua un objet étrange sur le sol dans la salle de repos du département d'informatique. L'explosion le blessa gravement. Ses doigts furent déchiquetés. Il était au sol dans un état semi-comateux lorsqu'il trouva un mot dactylographié. Woo, cela fonctionne, je te l'avais dit. RV.
Les agents du FBI vérifièrent les antécédents de tous les Américains qui s'appelaient Wu et de tous ceux dont les initiales étaient RV. La tâche était monumentale. Mais ils ne trouvaient rien. C'était un stratagème. En mai 1985, dans le même édifice, l'ancien étudiant John Hauser, un capitaine dans la Air Force, remarqua sur le sol un cartable posé sur un autre objet. Hauser venait tout juste de poser sa candidature pour recevoir un entraînement d'astronaute. Il gisait au sol, ignorant qu'il avait déjà été accepté. Malheureusement, il ne pourrait plus jamais piloter. On retrouva sa bague de l'Académie de la Air Force incrustée dans le mur de l'autre côté de la pièce. Ironiquement, le professeur Angelakos était tout près lors de l'explosion. Il accourut pour porter secours à Hauser. Les enquêtes menées par les agents du FBI, de l'ATF et du service des postes américains avaient fini par devenir frustrantes, tellement elles n'avançaient pas. Le 8 mai 1985, la société Boeing, située à Auburn, dans l'État de Washington, reçut un colis. Il était lourd et on y avait apposé trop de timbres. Un employé du service du courrier se méfia et il appela le service de sécurité. Une radiographie du colis permit de déterminer qu'il contenait une bombe tuyau. Les lettres FC avaient été gravées à chacun des bouts. Si l'employé avait ouvert ce colis, il est fort probable qu'il serait mort ainsi que ses collègues à proximité. Le 15 novembre 1985, James McConnell, un professeur de psychologie à l'Université du Michigan, reçut une lettre et un colis d'un certain Ralph C. Kloppenberg. L'expéditeur y déclarait qu'il faisait sa thèse de doctorat. Il demandait au professeur de lire un livre. Pendant qu'il lisait la lettre, son assistant ouvrit le colis. L'explosion blessa gravement l'assistant et fit exploser les tympans de McConnell. De leur côté, les experts continuaient à disséquer les bombes. Elles évoluaient à mesure que Unabomber améliorait son art. Leurs analyses permirent de constater qu'elles étaient de plus en plus sophistiquées et par conséquent plus puissantes. Hugh Scruton était propriétaire du magasin d'informatique Rentech à Sacramento en Californie. Le 11 décembre 1985, vers midi, il sortait par la porte arrière lorsqu'il remarqua quelque chose. Cela ressemblait à un bloc de bois, 4 clous en sortaient, la pointe vers le haut. L'explosion fut dévastatrice. La poitrine de Scruton fut complètement ouverte, laissant son cœur à découvert. Unabomber était devenu un meurtrier. La bombe qui avait tué Hugh Scruton était la plus puissante. C'était un tuyau à l'intérieur d'un autre tuyau. Elle était de fabrication similaire aux autres. On y avait également gravé les lettres FC de chaque côté. Ted Kaczynski vivait toujours dans sa cabane isolée. Lorsqu'il ne fabriquait pas des bombes, il écrivait. Il mettait au point une philosophie pour justifier ses crimes. Pour Kaczynski, la société technologique était une abomination. Elle causait la destruction de la Terre et transformait les êtres humains en des robots sans âme. Selon lui, quiconque entrait dans cet état de sujétion à la technologie était un scélérat. Le 20 février 1987, en regardant par la fenêtre de son bureau, la secrétaire du magasin d'électronique Cam de Salt Lake City aperçut un homme dans le stationnement en train de déposer un objet au sol. Une heure plus tard, le propriétaire du magasin, Gary Wright, arrivait dans le stationnement. Il remarqua l'objet. C'était un bloc de bois d'où sortaient 4 clous, les pointes vers le haut.
Wright fut gravement blessé, mais miraculeusement, il eut la vie sauve. Pendant que la police était à la recherche d'un suspect dans les gares d'autobus et les commerces, on fit dresser son portrait grâce à la description de la secrétaire. À en juger par ses déclarations, l'homme était déguisé. Le dessin ne permit pas à la police de retrouver Unabomber, mais elle eut tout de même un résultat positif. Unabomber savait qu'il avait été vu et il cessa de faire des vagues pendant un certain temps. En 1993, après une pause de 6 ans, des événements très médiatisés le poussèrent à reprendre son travail là où il l'avait laissé. L'affrontement à Waco, au Texas, entre les agents de l'ATF et la secte des Davidiens, ainsi que le premier attentat du World Trade Center, avait créé un climat politique très violent. Unabomber s'apprêtait à lancer une nouvelle campagne de terreur. Charles Epstein est un généticien renommé de l'Université de San Francisco. Le 22 juin 1993, il s'assit à la table de sa cuisine pour ouvrir son courrier, notamment une enveloppe coussinée qu'il venait de recevoir. La détonation blessa gravement Epstein. Après 2h30 sur la table d'opération, son état finit par se stabiliser. Deux jours plus tard, soit le 24 juin, David Gelernter, un éminent expert en informatique de l'université de Yale, arriva tôt à son bureau pour ouvrir son courrier de la veille. Il eut des blessures au bras droit, à l'œil et à l'abdomen. Gelernter parvint à sortir de son bureau et à chercher de l'aide. Quelques heures après l'explosion de la bombe destinée à Gelernter, le New York Times reçut une lettre. Elle provenait d'un soi-disant groupe d'anarchistes appelé FC qui revendiquait les dernières bombes. Le FC promettait de leur envoyer bientôt de nouvelles informations. Il donnait également aux responsables du Times un numéro d'identification pour qu'ils puissent s'assurer de l'authenticité des prochaines communications. Ce numéro était le 553 25 43 94. Le FBI découvrit qu'il s'agissait du numéro d'assurance sociale d'un ex-prisonnier en liberté conditionnelle de la Californie. Fait incroyable, il avait les mots « Pure Wood », bois pur, tatoués sur son bras. Une enquête permit rapidement de prouver qu'il n'était pas Unabomber. On découvrit alors un autre indice important. En analysant le papier de la lettre adressée au New York Times, on pouvait distinguer la trace à peine visible d'une note manuscrite, appelée Nathan R. mercredi à 19h. C'était la première piste importante donnée par Unabomber. Le FBI interrogea plus de 10 000 personnes prénommées Nathan et dont le nom de famille commençait par la lettre R. Leur recherche ne donna malheureusement rien. Cette dernière vague d'activité obligeait le FBI à mettre les bouchées doubles. Une escouade spéciale formée d'agents du FBI, de l'ATF et d'inspecteurs du service des postes fut formée. Jim Freeman était alors le chef de bureau du FBI de San Francisco. C'est également lui qui dirigeait l'escouade spéciale. Nous avions des indices dans 3 différents bureaux du FBI et plusieurs laboratoires d'État. Notre tâche principale était de réunir toutes ces informations, de déterminer ce qui avait déjà été fait au niveau de l'enquête. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'enquêter à nouveau sur tous les crimes perpétrés par Unabomber. Pendant que l'escouade spéciale travaillait d'arrache-pied, Kaczynski poursuivait sa croisade anti-modernisme. Le 10 décembre 1994, Thomas Moser, cadre d'une agence de publicité, ouvrait son courrier à sa résidence de Caldwell, au New Jersey. Sa femme et leurs 2 filles étaient à l'étage. Il examina un petit colis sur lequel on avait apposé trop de timbres. Il provenait d'un certain H.C. Wickle, du département des sciences économiques de l'Université de San Francisco. Cette explosion fut la plus dévastatrice. Thomas Moser fut décapité instantanément.
Grâce à tous les éléments de l'enquête entourant Unabomber, l'agent Moonell avait fabriqué des répliques de ces bombes à partir des débris recueillis sur les diverses scènes de crime. Tout comme les 15 premières bombes, cette dernière était incontestablement le résultat du travail de Unabomber. Quelques mois plus tard, Ted Kaczynski se prépara à demeurer un certain temps sur la côte ouest. Ce voyage serait le plus occupé jusqu'à ce jour. Le 19 avril 1995, Kaczynski était dans la baie de San Francisco lorsque la bombe de près de 1000 kg d'essence de Timothy McVeigh détruisit l'immeuble Alfred P. Murrah à Oklahoma City, tuant 168 personnes. Cet événement n'eut aucun effet sur les plans de Ted. Le lendemain, soit le 20 avril, la nation n'était pas encore remise de la dévastation d'Oklahoma City que Kaczynski posta 4 lettres et un colis. Quelques jours plus tard, le courrier arriva sur la côte Est. La première lettre était destinée au New York Times. L'agent spécial Terry Turchi du FBI était alors le commandant en second de l'escouade spéciale. Dans la lettre adressée au New York Times, il revendiquait la responsabilité des attaques de Thomas Mother, Charles Epstein et David Geller. Il mentionnait aussi certains de ses objectifs. Il déclarait avoir l'intention d'envoyer un manuscrit ou un essai au journal et il désirait qu'il le publie. S'ils acceptaient, il promettait de ne plus commettre d'actes de terrorisme. La seconde lettre était adressée à la victime David Geller de Yale, qui n'était pas encore remis complètement de ses blessures. La lettre était sarcastique. Professeur Geller, les individus qui ont des diplômes ne sont pas aussi intelligents qu'ils le croient, écrivait-il. Si vous aviez eu la moindre cervelle, vous auriez compris que beaucoup de gens détestent amèrement la façon dont les techno-ringards de votre trempe tentent de changer le monde. Le 25 avril 1995, l'Association de foresterie de Californie reçut un colis. Il était adressé à son ancien président, William Dennison. Gilbert Murray, le nouveau président en poste, décida de l'ouvrir. Le colis piégé explosa avec une violence incroyable, détruisant tout ce qui se trouvait dans le bureau. Gilbert Murray fut littéralement déchiqueté. À 4 pâtés de maison, le gouverneur de la Californie entendit la détonation de son bureau. La vague de terreur de Unabomber s'étendait à la grandeur du pays. Des alertes à la bombe étaient rapportées partout aux États-Unis. La liste de suspects du FBI comptait 50 000 noms. 16 ans et 16 bombes plus tard, Unabomber avait fait 3 morts et blessé plus d'une vingtaine de personnes. 2 mois après la mort brutale de Murray, le San Francisco Chronicle reçut une lettre. On pouvait y lire que le groupe terroriste FC, appelé Unabomb par le FBI, comptait faire exploser un avion en partance de l'aéroport de Los Angeles au cours des 6 prochains jours. Nous avons pris cette menace au sérieux parce que Unabomber avait effectivement déjà posé une bombe sur un avion. Elle n'était pas assez importante pour que l'avion explose en plein ciel, mais nous savions qu'il avait fait des progrès et qu'il en était sans doute maintenant capable. Les agents du FBI prirent des mesures de sécurité extraordinaires. Les gardiens ne laissaient passer personne qui n'avait pas déjà son billet d'avion. Tous les sacs furent fouillés. Des chiens renifleurs vérifiaient absolument tout. Le service postal interrompit le transport de courrier par avion à bord des vols commerciaux. On interrogeait les passagers qui avaient des sacs de voyage. On leur demandait s'ils l'avaient eu sur eux en tout temps, s'ils avaient eux-mêmes fait leur bagage. C'est ce genre de questions que nous avons commencé à poser ce jour-là à l'aéroport de Los Angeles. Le même jour que celui où le San Francisco Chronicle reçut la menace à propos de l'aéroport, au Washington Post, on recevait de FC un manifeste de 56 pages dactylographiées. Le New York Times reçut quant à lui une copie carbone du manifeste le lendemain et le magazine érotique Penthouse 2 jours plus tard. La lettre destinée aux responsables du Post et du Times mentionnait les conditions et les termes de la publication du manifeste. L'auteur acceptait de cesser d'envoyer des bombes si on le publiait. Pour l'agent spécial Terry Turchi et l'escouade spéciale,
La réception de ce manifeste était une chance inespérée. Bien sûr, quand nous avons reçu le manuscrit du Unabomber, c'était une information très importante. Nous savions que c'était ce que nous attendions et que cela nous permettrait peut-être d'identifier Unabomber. Le manuscrit était intitulé « La société industrielle et ses conséquences ». C'était un manifeste contre la technologie, la génétique, le gauchisme, le conservatisme et la société moderne en général. Les experts du FBI avaient recueilli beaucoup d'indices après toutes ces années d'enquête. Ils n'espéraient plus qu'une piste, celle qui permettrait de résoudre cette affaire. Freeman était de ceux qui étaient convaincus qu'il fallait publier le manifeste. Nous étions en faveur de sa publication après avoir lu le document, parce qu'il était évident que cet individu avait développé cette philosophie au fil de plusieurs années. Nous espérions qu'à la lecture du texte, quelqu'un se dirait « Je me souviens de ce garçon qui était avec moi en classe à telle ou telle université. » Après maintes discussions entre le directeur du FBI, le procureur Janet Reno, les responsables du Washington Post et du New York Times, on en vint à la décision de le publier. Le manifeste parut dans un cahier spécial du Post le 19 septembre 1995. Au début de 1996, David, le frère de Ted Kaczynski, avait eu le temps de réfléchir. Il avait appris qu'il y avait une relation entre Chicago, leur ville d'enfance, en plus de Berkeley et Salt Lake City et Unabomber. Il était intrigué par cette série de hasards. Il obtint une copie du manifeste et commença à le lire. Il espérait ainsi pouvoir s'assurer que son frère n'était pas l'auteur de ces crimes. Mais à la lecture du document, il fut terrifié. Il reconnaissait le langage et le contenu du manifeste. C'était identique à certains écrits de son frère Ted. David fouilla dans les documents et les lettres de son frère et les compara au manifeste. Tout comme Ted, l'auteur employait l'expression « cool-headed logician », logicien à la tête froide. David était inquiet mais pas encore convaincu. Il écrivit une lettre à son frère pour lui dire qu'il souhaitait lui rendre visite au Montana, mais il ne fit pas état de ses soupçons. Ted refusa de le rencontrer. David décida alors d'engager un détective privé afin que ce dernier examine la situation. Les nouvelles que ce dernier lui rapporta n'étaient pas encourageantes. Le détective avait soumis le manifeste ainsi que d'autres échantillons des écrits de Ted à des experts qui ignoraient tout de cette affaire. Selon les experts, il y avait de fortes chances que les auteurs du manifeste et des autres échantillons soient une seule et même personne. David poursuivit sa recherche de documents provenant de Ted. Dans un vieux coffre, il retrouva l'essai que Ted avait écrit en 1971. David ne pouvait plus se cacher la vérité. Il était possible que le Unabomber et son frère fussent une seule et même personne. David Kaczynski était en état de choc. L'essai de 1971 qu'il avait retrouvé ressemblait de façon troublante au manifeste de Unabomber. Déchiré entre la perspective de dénoncer son propre frère et celle de laisser d'autres personnes se faire tuer, David prit finalement une décision. Par le biais de son avocat, il entra en contact avec le FBI pour leur parler de ses soupçons. En février 1996, David Kaczynski parla de son frère aux membres de l'escouade spéciale. Il donna un compte-rendu précis de la vie de Ted, où il avait grandi, l'école qu'il avait fréquentée et où il vivait maintenant. Il leur donna ensuite à lire l'essai de 1971. Nous avons alors pu faire une comparaison entre le document qui était beaucoup plus ancien et la copie du manifeste. Nous avons tout de suite su qu'il ne s'agissait pas de simples coïncidences.
Les experts du FBI analysèrent l'essai et découvrirent plus de 160 ressemblances entre les deux documents, notamment des expressions et des fautes d'orthographe et ainsi de suite. Après 17 ans, les agents du FBI disposaient enfin d'un premier suspect important en la personne de Ted Kaczynski. Les agents du FBI surveillaient étroitement la cabane de Ted Kaczynski en attendant l'obtention d'un mandat de perquisition. Ils espéraient que Unabomber ne ferait pas d'autres victimes dans l'intermédiaire. Au début d'avril, ils avaient assez d'indices pour obtenir un mandat. Ils avaient entre autres découvert que Ted avait fait de nombreux voyages. Les registres d'hôtel montraient qu'il était toujours en voyage peu avant l'explosion d'une bombe. L'agent Terry Turchi soumit un affidavit de 65 pages relatant les détails de l'affaire contre Ted Kaczynski et demandant la permission de fouiller sa cabane. Nous travaillons depuis 5 heures du matin à mettre les diverses équipes d'agents en position dans les bois de Lincoln, au Montana, ainsi qu'à un poste de commandement que nous avions établi dans la ville même. Chacun avait un rôle déterminé à jouer. Nous disposions également d'une équipe d'experts qui se trouvait à un autre poste de commandement. Nous étions tous prêts lorsque le mandat nous a été accordé. Des agents du FBI en civil et un garde forestier se rendirent à la cabane de Kaczynski. Ils s'approchaient en parlant à haute voix. Ils ne voulaient pas que Kaczynski croie qu'il était espionné. Les agents lui demandèrent son aide pour identifier les limites de sa propriété sur une carte géographique. Pendant qu'il rentrait pour prendre une veste, les agents se précipitèrent sur lui. Kaczynski était maintenant en détention provisoire. On l'emmena au poste de commandement temporaire pour l'interroger. Jim Freeman allait enfin rencontrer l'homme qui avait échappé au FBI pendant presque 20 ans. Il avait l'air débraillé. On aurait dit qu'il était couvert de suie. Les agents qui lui ont pris les bras pour le maîtriser avaient de la suie sur les mains. Kaczynski nia toute accusation et refusa de dire s'il avait des bombes. Au cours de l'interrogatoire, on commença la fouille de sa cabane. On traita les lieux comme s'il s'agissait d'une véritable bombe. On pouvait présumer qu'il y avait des explosifs. Kaczynski avait même peut-être piégé sa cabane. Des équipes spécialisées dans les explosifs y pénétrèrent. Ted Kaczynski n'avait pas encore été inculpé. Les experts qui fouillèrent sa cabane trouvèrent assez de preuves pour l'inculper de possession de matériaux reliés à la fabrication de bombes. Il y avait des tuyaux, des produits chimiques, des fils électriques, des piles et des boîtes de bois. Ces découvertes permettraient aux agents de prolonger la détention de Kaczynski pendant que des fouilles plus exhaustives seraient effectuées. L'agent spécial et expert en explosifs Donald Sachleben devait trouver le plus grand nombre d'indices possibles pour obtenir un mandat d'arrestation. Il se rendit immédiatement à Helena pour présenter sa pétition au juge. Sachleben travaillait sur l'affaire Unabomber depuis plusieurs années. Je rentrais à Helena ce soir-là lorsque Pat Webb et moi-même, qui travaillons sur cette enquête depuis si longtemps, nous nous sommes regardés en nous disant que c'était peut-être le début de la fin. C'est à ce moment-là que nous avons vraiment compris que nous avions enfin mis la main au collet du Unabomber. Ted Kaczynski fut gardé en détention pour la nuit jusqu'à ce qu'on puisse procéder formellement à son arrestation le lendemain matin. La télévision nationale diffusait des images de lui, marchant dans la rue, accompagné des policiers. Il était l'incarnation même de l'ermite excentrique. Le lendemain, il comparut devant un juge d'Helena et fut accusé de posséder du matériel pour fabriquer des bombes. La fouille de la cabane se poursuivait. C'était une véritable mine d'or, mais il fallait être très prudent. Les indices recueillis à pas de tortue étaient cependant très incriminants. Il y avait toute une série de cartables contenant des pages et des pages de modèles de bombes qui correspondaient à celles que Unabomber avait fabriquées.
Il y avait également de la poudre explosive du type de celle de Unabomber, des lingots d'aluminium et des copeaux d'aluminium, autant de composantes importantes dans la fabrication de bombes. On trouva également le chandail à capuchon et les lunettes fumées décrites par un des témoins. L'agent Thomas Marnell, qui a analysé les bombes de Unabomber, était également sur les lieux. Parmi les autres indices dans la cabane, il y avait des composantes électriques et des fils semblables à ceux qu'on trouvait dans la majorité des dispositifs de Unabomber. Nous avons trouvé un interrupteur artisanal identique à 3 interrupteurs déjà placés dans des bombes. Après 2 jours de fouilles, on interrompit les recherches. On avait trouvé un colis. Il était enveloppé comme les autres bombes. Il y avait une adresse de retour. Il ne restait plus qu'à y ajouter le nom de la victime et son adresse. Le colis fut radiographié. Il contenait une bombe tuyau prête à exploser. L'agent spécial Sachleben devait gérer cette situation de crise. Grâce au rayon X, nous avons pu constater que la bombe était semblable à celle qui avait tué M. Murray à Sacramento. Nous avons sorti la boîte de la cabane et nous avons descendu la colline où nous avons établi un site temporaire pour la désamorcer. On poursuivit les recherches les jours suivants. Les indices incriminants ne cessaient de s'accumuler. En plus des matériaux destinés à la confection de bombes, les experts trouvèrent des lettres, des mots, des diagrammes et le manifeste de Unabomber. Il restait encore à trouver la preuve irréfutable de l'implication de Ted Kaczynski, la machine à écrire qu'il avait utilisée pour rédiger son manifeste. La machine utilisée n'a été trouvée que le dernier des 4 ou 5 jours de fouille. Elle était au fond de la dernière boîte qui a été ouverte. En tout, il avait fallu 11 jours de recherche pour examiner le contenu d'une cabane de 2,40 mètres carrés, mais ce travail minutieux avait porté fruit. L'homme qui avait tué, mutilé et ruiné la vie de tant d'innocentes victimes avait enfin été arrêté. Le 14 avril, la cabane fut placée sur une remorque et transportée au laboratoire judiciaire pour que les recherches se poursuivent. On porta de nouvelles accusations contre Ted Kaczynski. Le 18 juin 1996, il y avait 10 chefs d'accusation contre Ted Kaczynski. L'un d'eux était la mort de Hugh Scruton. Il y avait 3 chefs d'accusation pour les blessures de Charles Epstein, 3 pour la mutilation de David Gelorter et 3 pour la mort de Gilbert Murray. Ce dernier aurait d'ailleurs célébré son 48e anniversaire à cette date. Les autorités du New Jersey avaient d'autres accusations à porter pour la mort de Thomas Moser. Le 12 novembre 1996, des visiteurs triés sur le volet entraient dans la salle d'audience de la cour de Sacramento pour assister au procès tant attendu de Ted Kaczynski. Dans la première rangée se trouvait David, le frère de Ted et sa mère, Wanda Kaczynski. Lorsque Ted entra dans la salle, il tourna le dos aux membres de sa famille et ne les salua pas. Les avocats allaient débuter quand Ted se leva et demanda un nouvel avocat. Quelques jours plus tard, le juge ordonna que Kaczynski subisse une évaluation psychologique. La psychiatre Sally Johnson passa plusieurs jours avec Ted Kaczynski. Elle en conclut que ce dernier était mentalement malade, mais qu'il était cependant apte à subir son procès. Les preuves contre Ted Kaczynski étaient imposantes. Le FBI se préparait depuis 17 ans. Les experts avaient reconstruit et conservé toutes les bombes reliées au crime de Unabomber. Après l'arrestation de Ted Kaczynski, ils avaient pu établir un lien irréfutable entre lui et Unabomber. La vie de réclusion qu'avait choisi ce dernier ne serait plus un choix qu'il pouvait faire. Sans autre option, il plaida coupable à tous les crimes reliés à Unabomber. Il écopa de 4 peines d'emprisonnement à vie plus 30 ans. Il ne pourrait jamais être éligible à une libération conditionnelle. Pour l'agent Terry Turchi, l'enquête entourant Unabomber montre à quel point le FBI est déterminé à ne jamais abandonner jusqu'à ce que justice soit rendue, peu importe le temps requis.
Les gens qui commettent ces crimes et qui s'en tirent pendant plusieurs années deviennent de plus en plus arrogants. Ils croient qu'on ne les arrêtera jamais. Mais ils doivent comprendre que nous n'abandonnons jamais la partie. Nous sommes déterminés à résoudre ces enquêtes. C'est notre mission et nous nous y conformons. En juin 1998, Joanna Lee, l'assistante de l'éditeur Simon Schuster Publishing, reçut une lettre de Ted Kaczynski, dont l'adresse de retour était la prison. Elle savait qu'il s'agissait de Unabomber, mais elle l'ouvrit tout de même. Kaczynski désirait qu'on publie un livre à propos de son combat. À ce jour, personne n'a encore accepté de le publier. Partout aux États-Unis, des jeunes hommes de race noire sont tués de sang-froid par balle. Le meurtrier attaque sans avertissement ni provocation. Son crime est toujours gratuit. Sa seule motivation semble être la haine raciale. Une fois le meurtre commis, il disparaît. Salt Lake City, dans l'Utah. En 1980, au cours d'une soirée d'août, 4 jeunes se baladaient dans Liberty Park. Ils profitaient d'une des dernières journées de l'été. Ted Fields, 20 ans, et David Martin, 18 ans, revenaient d'une répétition de chant. Terry Elrod, qui fréquentait David depuis seulement quelques semaines, avait emmené une de ses amies, Karma Ingersoll, pour accompagner Ted. C'est leur premier rendez-vous amoureux. Les 4 jeunes avaient pensé faire du jogging dans le parc, mais ils avaient plutôt décidé de marcher tout en discutant. Ils étaient trop pris par leur conversation pour remarquer qu'un homme les observait à travers la lunette de sa carabine. Quand David tomba à genoux, les 3 autres crurent qu'il faisait une blague. Puis Terry sentit quelque chose lui brûler le bras. Elle sut alors qu'il n'y avait aucune raison de rire. Ted dit aux jeunes filles de se cacher pendant qu'il tentait d'aider son ami. On lui tira alors une balle à son tour. Des policiers et des équipes d'urgence se rendirent immédiatement sur la scène. La vie de David Martin ne tenait qu'à un fil quand on le conduisit à l'hôpital. Il mourut quelques heures plus tard suite aux 3 blessures par balle qui lui avaient été infligées. Quant à Ted Fields, le fils d'un aumônier de la police, il était mort plus tôt. Des témoins avaient entendu des coups de feu provenir d'un immeuble abandonné situé de l'autre côté de la rue. Personne n'avait cependant vu le tireur. Les détectives interrogèrent Terry Elrod au centre de traumatologie où on la soignait pour ses blessures. En racontant les événements, elle se rappela que quelque chose s'était produit quelques minutes avant la fusillade.
Le groupe avait failli se faire renverser par une voiture qui circulait dans la mauvaise direction, dans une rue à sens unique. Elle ne connaissait toutefois pas la marque ni le modèle de la voiture et n'avait pas vu la plaque d'immatriculation ni le visage du conducteur. Le détective Don Bell de Salt Lake City ne pouvait s'expliquer pourquoi on s'en était pris à ce groupe de jeunes gens. Ces adolescents n'avaient jamais eu de problème avec la police. Il n'y avait aucun mobile apparent. Nous ne savions pas si c'était relié aux jeunes femmes ou aux jeunes hommes, ou encore si le tireur avait fait erreur sur la personne. Le lendemain matin, les policiers retournèrent sur la scène du crime pour effectuer des recherches plus poussées. Dans un champ de l'autre côté du parc, ils trouvèrent des traces de pneus. Des techniciens les photographièrent et en prirent les mesures. Près des traces, ils découvrirent 6 douilles de projectiles. Des témoins avaient dit que les coups de feu provenaient d'un immeuble abandonné. Les détectives croyaient qu'ils en avaient sans doute entendu l'écho. Apparemment, le tireur s'était caché dans un buisson, à l'affût du groupe, jusqu'à ce qu'il arrive à portée de tir. Les policiers examinèrent les douilles et confirmèrent qu'elles avaient bien été éjectées en même temps que les projectiles recueillis sur les victimes. Ils envoyèrent ces indices au laboratoire balistique de Washington pour qu'on puisse identifier le type d'arme utilisée. Les résultats seraient connus après un certain temps. En attendant, les enquêteurs tentèrent de trouver de nouvelles pistes. Ils retournèrent à Liberty Park et ratissèrent les lieux. Un des résidents du quartier, Gary Spicer, leur dit qu'il avait vu quelque chose de suspect un peu avant le meurtre. Il était allé examiner de plus près une voiture garée près de chez lui. Il avait alors aperçu un homme en train de prendre quelque chose dans le coffre de sa voiture. Quand Spicer lui demanda ce qu'il faisait, l'inconnu ferma le coffre de sa voiture et il quitta les lieux. Spicer n'avait pas vu son visage, mais il avait cependant remarqué que c'était un homme mince, de race blanche. La voiture était une Camaro avec des enjoliveurs intégrés chromés. Cette information était intéressante, puisque la voiture était garée près de l'endroit où l'on avait trouvé des empreintes de pneus plus tôt. Deux jours après les meurtres, les policiers n'avaient cependant aucune piste solide. Les médias firent abondamment état de l'affaire et la colère de la population s'accentua. Nous n'avions jamais rien vu de tel à Salt Lake City. Personne ne s'était fait abattre de cette façon et surtout pas des adolescents au beau milieu d'une intersection. Le public voulait connaître l'identité du tueur. Il voulait aussi savoir si ces meurtres étaient motivés par le racisme. Il y avait peut-être là aussi une violation des droits civiques en plus des meurtres. Cela rendait les responsables du ministère de la Justice encore plus préoccupés de la situation. L'assistant procureur Steve Snarr fut appelé à se pencher sur cette affaire. La communauté noire était très inquiète et elle n'hésitait pas à le dire haut et fort. On craignait que ces meurtres n'aient été commis par un raciste. On demanda à l'agent spécial Curtis Jensen du bureau du FBI de Salt Lake City d'apporter son aide aux enquêteurs de la ville. Au début, quand j'ai entendu parler de l'affaire, j'étais révolté. Ces meurtres n'ont pas fait qu'inquiéter la communauté noire, mais aussi toute la population de Salt Lake City. Un assassin rôdait en liberté dans la ville et il pouvait récidiver à tout moment. La pression de l'opinion publique allait s'accroissant. C'est alors que les analyses balistiques effectuées à Washington apportèrent une piste. L'arme utilisée était une carabine à 6 coups, soit une Marlin ou une Glenfield 30-30. Après avoir interrogé les armuriers et consulté les annonces classées pour vérifier les acquisitions récentes d'armes à feu, les enquêteurs établirent une liste de 150 armes qui correspondaient à cette description. Ils les analysèrent une à une pour découvrir qu'aucune d'entre elles n'avait servi à tirer les projectiles trouvés sur la scène du crime.
était possible que l'assaillant ait déjà quitté le secteur et peut-être même l'État. Le FBI envoya à toutes les agences locales et fédérales du pays un communiqué fournissant tous les détails du crime, notamment une description de l'arme utilisée et des douilles qui avaient été retrouvées. Comme on ne disposait d'aucun suspect, on offrit une récompense de 50 000 $. On reçut de nombreux appels téléphoniques. On vérifia toutes les informations, mais on n'obtint aucune piste valable. La plupart des gens étaient intéressés par la récompense, mais ils ne fournissaient pas vraiment d'indices solides. Un appel suscita toutefois un peu d'espoir. Une jeune femme croyait avoir rencontré le meurtrier. Elle se faisait appeler Mickey et faisait de la prostitution à l'occasion. Elle hésitait à parler à la police, mais le détective Bell lui promit qu'on ne porterait aucune accusation contre elle si elle venait au poste répondre à quelques questions. Cette étudiante, qui avait du mal à joindre les deux bouts, se prostituait quelques jours par semaine en fréquentant le quartier chaud de la ville. Elle parla au détective d'un de ses clients qu'elle avait rencontré en août, soit au moment des meurtres. Mickey marchait dans la rue quand un homme à bord d'une Camaro s'était arrêté pour lui demander si elle voulait faire la fête avec lui. Elle ne prévoyait pas se prostituer ce jour-là et elle refusa d'abord de le suivre, mais il lui promit qu'elle ne le regretterait pas. Comme elle avait besoin d'argent et qu'il ne semblait pas dangereux, elle monta à bord de sa voiture. Il avait un accent du Sud. Il se présenta sous le nom de Bill Hagman. Il la conduisit au Regal Inn Motel. Dans sa chambre, Mickey remarqua des armes à feu. Elle décrivit à la police 2 armes au long canon, appuyées dans un coin, et un pistolet de couleur argent. Hagman ne fit aucune allusion à propos des armes, et Mickey était trop craintive pour lui poser des questions. L'homme avait des tatouages sur les 2 bras. Un aigle royal sur son avant-bras gauche, l'emblème des Américains, et sur le droit, celui de la mort, une faucheuse. Après quelques heures à l'hôtel, Hagman l'invita à manger avant de la conduire chez elle. En route vers le restaurant, il sortit son pistolet et lui dit une chose qu'elle n'oublierait jamais. Il lui a confié qu'il était engagé par le Ku Klux Klan. Il lui a demandé si elle voulait qu'il tue ses nègres. Elle lui a alors dit d'enlever cette arme de là. Elle était très inquiète. Il lui a ensuite confié qu'il l'avait déjà fait dans le passé, qu'il suffisait de marcher dans leur direction, de tirer, puis de poursuivre sa route. En voyant tomber les victimes, les témoins étaient généralement trop déroutés pour lui prêter attention. Mickey était terrifiée, mais elle parvint à le convaincre d'épargner le piéton. Plus tard, Hagman la déposa à son appartement, où il rencontra brièvement sa colocataire. Mickey était-elle une source fiable ou juste quelqu'un qui était attiré par la récompense? Même si elle avait dit la vérité, le rôle que pouvait avoir joué Hagman était encore flou. Est-ce que ça avait un lien avec notre affaire ou était seulement un voyou de passage en ville? Voulait-il impressionner cette prostituée en lui faisant croire qu'il était un tueur à gages? Si Mickey pouvait identifier les armes aperçues dans la chambre de motel, sa déposition aurait davantage de poids. Particulièrement si elle reconnaissait un Glenfield ou un Marlin, c'est-à-dire l'arme utilisée pour commettre les homicides, telle que l'analyse du FBI l'avait démontré. Mickey déclara à Bell qu'elle ne connaissait rien aux armes à feu et qu'elle n'avait pas regardé très longtemps les armes au motel. Le détective insista pour qu'elle essaie quand même. Les armes qu'elle choisit sur les photos ne correspondaient pas à l'arme présumée du crime. L'histoire de Mickey semblait ne mener nulle part. Malgré tout, Bell lui demanda de venir avec sa colocataire pour donner la description de son client à un dessinateur. Entre-temps, les enquêteurs poursuivirent les centaines de pistes fournies par le public. La pression augmentait sans cesse. On craignait que le meurtrier ne tue de nouveau. Les policiers ignoraient alors qu'il était déjà trop tard. Trois semaines après le meurtre de 2 jeunes hommes de race noire à Salt Lake City, on ne connaissait toujours pas l'identité du tueur. C'est alors que l'enquête prit une tournure inattendue.
Les autorités locales reçurent une réponse au communiqué qu'ils avaient envoyé par le biais du FBI. Des policiers de Cincinnati faisaient enquête à propos d'un double homicide identique qui avait eu lieu 2 mois plus tôt. En juin 1980, tard dans la soirée, Dante Brown, 13 ans, et Daryl Lane, 14 ans, s'en allaient acheter des friandises. Ils ne virent jamais l'homme qui les surveillait. L'attaque fut rapide. Ils n'eurent aucune chance de s'en tirer. Les policiers arrivèrent immédiatement sur les lieux. Ils trouvèrent Daryl Lane mort. La vie de Dante ne tenait plus qu'à un fil. Les 2 garçons avaient été touchés de 2 projectiles chacun. Les policiers interrogèrent des passants en espérant que quelqu'un aurait aperçu quelque chose, mais aucun d'entre eux n'avait vu l'assaillant. Selon le détective Mike O'Brien de la police de Cincinnati, c'est le médecin légiste qui leur a fourni le premier indice. Le médecin légiste est venu sur la scène du crime. Après l'autopsie de l'un des 2 corps, il pouvait déterminer d'où étaient partis les projectiles et leur trajectoire. Ce dernier leur indiqua un pont de chemin de fer qui se trouvait à une distance d'environ 20 mètres. Les policiers examinèrent attentivement les alentours. Dans des hautes herbes, ils découvrirent 4 douilles de carabine. Les analystes balistiques déterminèrent par la suite qu'elles provenaient d'une carabine Ruger de calibre 44. Quelques mois s'étaient écoulés depuis ce double meurtre à Cincinnati et les policiers n'avaient pas encore de suspect. Ils ne parvenaient pas à s'expliquer pourquoi on s'en était pris à ces 2 adolescents. Le fait qu'il s'agisse de 2 enfants de 13 et 14 ans et qu'ils aient été la cible d'un tireur isolé sans mobile apparent alors qu'ils se rendaient à une confiserie a bien sûr déclenché un véritable tumulte dans le quartier et le reste de la ville. O'Brien invita les détectives de Salt Lake City à venir le rencontrer pour qu'ils puissent comparer leurs données. Pour le détective Don Bell, les liens entre les 2 affaires pouvaient se révéler d'une importance cruciale. On voyait apparaître un nouveau type de meurtrier, un type de criminel que l'on n'avait jamais rencontré avant 1980. Quand nous avons pris connaissance de ces informations, nous avons eu la quasi-certitude que nous cherchions le même tueur. C'était la première fois que nous travaillions sur un tel cas, c'est-à-dire un tueur en série qui se déplaçait. C'était nouveau pour tout le monde, pas seulement pour nous à Salt Lake City. Auparavant, nous n'avions jamais vu de cas de tueurs en série itinérants. Les policiers des 2 États se rencontrèrent à Cincinnati en quête de réponse à leurs interrogations. Pendant ce temps, le détective Bell suivait sa seule piste à Salt Lake City, celle que lui avait fournie la prostituée Mickey. Elle avait passé une soirée avec un certain Bill Hagman au Regal Inn Motel. Il possédait des armes à feu et roulait à bord d'une Camaro comme c'est aperçu par des témoins sur la scène du crime. Au motel, Bell trouva la carte du registre que Bill Hagman avait signée datée du 16 août, soit 4 jours avant les meurtres. L'adresse d'Hagman était au Kentucky. Nous avons demandé aux agents du FBI de vérifier ce nom grâce à leur base de données. Ils n'ont rien trouvé. Nous avions donc de bonnes raisons de croire que toutes les informations sur la carte étaient fausses. Au laboratoire du FBI à Washington, des experts se mirent à la recherche d'empreintes digitales sur la carte, mais ils n'en trouvèrent aucune. Ils analysèrent également l'écriture de Hagman et remarquèrent des caractéristiques uniques qui la rendaient facile à reconnaître. Rien ne prouvait encore qu'il était le tueur, mais c'était leur seule piste. Même si les chances de trouver quelque chose étaient minces, une équipe de 20 détectives visita tous les motels de la région. Ils apportaient avec eux une copie de la carte d'enregistrement de Hagman au Regal Inn.
Ils espéraient retrouver son écriture sur une autre carte d'enregistrement, peut-être un autre faux nom. L'agent Jensen se rappelle des recherches. Les détectives ont mené des recherches dans tous les motels de Ogden, à 50 km au nord de Salt Lake City, à Provo, à 50 km au sud. Ils ont découvert que l'individu était resté dans 8 de ces motels, chaque fois sous un nouveau faux nom, une fausse adresse, et qu'il avait donné un faux numéro d'immatriculation. Le suspect avait notamment loué une chambre au Scenic Motel, le 20 août, soit le jour même des meurtres. Le motel était situé à seulement 9 pâtés de maison de Liberty Park. Hagman avait donné plusieurs faux noms, mais le laboratoire du FBI confirma qu'il s'agissait de la même écriture. Sur une des cartes d'enregistrement, on trouva une empreinte digitale. Malheureusement, cette empreinte ne faisait pas partie de la base de données de la police. Au Sandman Motel, les détectives eurent à nouveau de la chance. Sur la carte qu'il avait signée, il avait mis le numéro de plaque d'immatriculation de sa Camaro. Le propriétaire du motel avait cependant ajouté un autre numéro de plaque dans la marge. C'était un monsieur d'un certain âge, de 70 ou 80 ans. Chaque nuit, vers 3 heures, il prenait avec lui toutes les cartes d'enregistrement et il vérifiait les numéros de plaques d'immatriculation. Il faisait ça parce qu'il craignait que ses clients ne lui volent un oreiller ou une taie. En examinant le numéro de plaque d'immatriculation de la Camaro, le propriétaire constata que ce n'était pas celui qui était indiqué sur la carte d'enregistrement et il prit soin de noter dans les marges le bon numéro de la plaque du Kentucky. Une recherche dans les bases de données nationales permit de constater que la Camaro appartenait aux membres d'une famille de notables de Louisville, au Kentucky. Les détectives de Salt Lake City partagèrent ces informations avec leurs collègues de Cincinnati. Ils ont immédiatement appelé le service de police de l'endroit et retrouvé le propriétaire du véhicule. Ce dernier avait vendu sa voiture quelques mois plus tôt. L'homme montra aux détectives le reçu de la vente. Les policiers notèrent le nom de l'acheteur, le kilométrage et la marque des pneus. Mais ils n'avaient pas fini de trouver des embûches sur leur route. L'acheteur avait donné un faux nom. Le vendeur donna sa description à un dessinateur afin qu'on puisse dresser son portrait. C'était un homme mince de race blanche et qui avait l'accent du Kentucky. À Salt Lake City, Mickey et sa colocataire donnèrent également une description de l'homme qui se faisait appeler Hagman. Au même moment, j'ai rencontré Mickey, la prostituée à temps partiel, et sa colocataire. Cette dernière était en fait une étudiante en art. Elle avait fait un premier croquis. Nous lui avons alors demandé si elle accepterait de travailler avec notre dessinateur et elle a dit oui. Ensemble, ils ont dressé le portrait robot de cet homme. Lorsque le portrait de Louisville arriva en Utah, les détectives le comparèrent à l'autre portrait robot. Les deux hommes se ressemblaient de façon troublante. Les enquêteurs disposaient maintenant du visage du suspect. Les enquêteurs étaient sur la piste d'un tueur en série qui avait tué 2 adolescents de race noire à Cincinnati et 2 autres jeunes hommes noirs à Salt Lake City. Ils disposaient maintenant d'un portrait robot du suspect, mais le détective Don Bell ne connaissait toujours pas son nom et il n'avait aucune preuve de son implication. On n'avait aucun chef d'accusation. Nous avons toutefois trouvé un motel où il était resté 2 nuits à Salt Lake City et d'où il était parti sans payer. Cela nous a permis d'obtenir un mandat d'arrêt contre lui. Sur ce mandat apparaissait chacun des noms dont il s'était servi dans les différents motels.
Les agents du FBI introduisirent toutes les informations contenues dans le mandat, ainsi que le numéro de plaque d'immatriculation et les faux noms dans les bases de données du NCIC, le Centre national d'information criminelle. Cette base de données est reliée à 57 000 services de police situés partout aux États-Unis. Le 25 septembre 1980, soit près d'un mois après les meurtres de Salt Lake City, la base de données du FBI allait enfin permettre d'obtenir des résultats positifs. Des policiers de Boone County au Kentucky furent dépêchés à un motel pour arrêter 2 voleurs de bijoux. En arrivant, le gérant leur dit qu'un de ses clients s'était plaint des gyrophares et du bruit des voitures de police. Il y avait 7 ou 8 voitures de police dans le stationnement. Leurs gyrophares étaient allumés et leur radio criait des messages. Un des clients était furieux de s'être fait déranger par tout ce bruit. Il a appelé le gérant pour lui demander ce que les policiers faisaient là et pourquoi ils étaient si bruyants. Il a même menacé le gérant de quitter le motel s'il ne rétablissait pas le calme. Le gérant est donc sorti pour parler aux agents de police de Boone County. Il leur a dit que son client était furieux parce qu'ils étaient bruyants. Le sergent demanda alors au gérant qui était le client qui s'était plaint. Le gérant lui dit que l'appel provenait de la chambre 80. Le sergent nota le numéro de plaque d'immatriculation de la Camaro du client en question. En l'introduisant dans sa base de données, il constata qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui dans l'Utah. Les agents de Boone County se rendirent à la chambre 80. Un homme mince de race blanche et à l'accent du Sud leur ouvrit. À l'intérieur, les policiers aperçurent 2 fusils de chasse sur son lit. Ils lui passèrent des notes et le conduisirent au poste pour l'interroger. Cette fois-ci, le fugitif donna son vrai nom, Joseph Paul Franklin. Les policiers téléphonèrent aux enquêteurs de Salt Lake City pour leur annoncer qu'ils avaient trouvé leur suspect. Le détective Bell prit le premier avion en partance pour le Kentucky en compagnie d'un de ses collègues. En arrivant, on lui apprit cependant une mauvaise nouvelle. Le fugitif était parvenu à s'échapper de la pièce où on l'interrogeait. Au cours de l'interrogatoire, le détective a quitté brièvement la pièce pour aller chercher quelque chose à boire. Le suspect en a alors profité pour sortir par la fenêtre. Heureusement, les enquêteurs disposaient de la Camaro du suspect, de ses armes ainsi que de son portefeuille qui contenait son permis de conduire et sa photo. Le détective Bell se rappelle à quel point le visage sur la photo ressemblait à celui des 2 portraits robots. J'ai ressenti une drôle d'émotion en voyant la photo. Le visage ressemblait énormément au portrait qu'on avait fait au Kentucky et à celui de Salt Lake City. C'était comme si on s'était servi de la photo de son permis pour faire le portrait robot. Le présumé tueur en série avait cependant encore une longueur d'avance sur la police. Le FBI fit émettre un mandat fédéral à son endroit pour l'évasion d'un suspect sujet à une inculpation. Il fallait espérer que les ressources du FBI suffiraient pour faire arrêter le meurtrier avant qu'il ne frappe à nouveau. La photo ainsi que la description de l'individu furent publiées dans les médias de tout le pays. L'agent Jensen menait cette chasse à l'homme pour le FBI. On a presque immédiatement mis son nom sur la liste des 10 hommes les plus recherchés à cause de sa notoriété et de la gravité de ses crimes. De fait, il n'était pas présumé coupable de seulement 4 meurtres, mais de l'assassinat de plusieurs personnes de race noire partout aux États-Unis. Il s'agissait de cas qui n'avaient pas encore été résolus. Pour faire figurer le nom de Franklin sur la liste des 10 hommes les plus recherchés, on compara son dossier à des centaines d'autres. Les agents spéciaux au quartier général du FBI décident des suspects qui apparaissent sur cette liste en se basant sur le danger immédiat qu'ils représentent pour la société. Les criminels qui font partie de cette liste ne s'arrêteront sûrement pas de tuer tant qu'ils n'auront pas été arrêtés. La nouvelle de l'évasion du tueur suscita de nombreux appels de personnes qui croyaient l'avoir vu, notamment un adolescent du Kentucky. Un homme lui avait offert $100 pour lui faire traverser une rivière et le conduire à un centre commercial à Cincinnati. Les enquêteurs arrivèrent en grand nombre au centre commercial en question pour interroger tous ceux qui pouvaient l'avoir vu. Ils apprirent que le suspect avait acheté de nouveaux vêtements, qu'il s'était fait couper et teindre les cheveux. Franklin avait changé d'apparence et il semblait avoir facilement accès à de l'argent. Au Kentucky, des experts examinaient la Camaro à la recherche d'indices.
Ils photographièrent les pneus en espérant qu'ils correspondraient aux empreintes laissées près de la scène du crime de Salt Lake City. Elles étaient identiques. Pour le détective Bell, c'était l'indice le plus important jusque-là. Il s'agissait d'un prototype de pneu dont les exemplaires n'avaient été distribués qu'à l'est du Mississippi. Le fait qu'on retrouve ces empreintes dans la terre à Salt Lake City était éloquent. Cela nous indiquait que cet homme et sa voiture se trouvaient bien dans notre ville. Au laboratoire balistique de Washington, les experts examinèrent les armes confisquées à Franklin. Peut-être pourrait-il déterminer que l'une d'elles avait servi au crime. Il avait 2 fusils de chasse et 2 pistolets. Au FBI, on a comparé ses armes aux projectiles recueillis à même les victimes. Il n'avait pas été tiré avec ces armes. Les experts du FBI fouillèrent également dans la base de données afin de connaître les antécédents de leurs suspects. Ils découvrirent alors que Joseph Paul Franklin avait légalement changé de nom. À la naissance, il s'appelait James Clayton Vaughn. Cette information allait permettre aux enquêteurs de fouiller encore plus le passé du suspect. Les agents aidés des détectives remontèrent à la source, dans sa ville natale de Burtown, en Alabama. Ils interrogèrent des gens qu'ils connaissaient bien. Pour le détective Mike O'Brien de Cincinnati, un portrait plus net du fugitif commençait à se dessiner. Birdtown est à peu de choses près séparé en deux. D'un côté, la population est noire, de l'autre, elle est blanche. Il a donc été élevé dans un milieu perturbé par les tensions raciales. Il y avait de nombreux problèmes entre les Noirs et les Blancs dans ce secteur. Des parents de sa mère avaient été du côté des nazis en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, Franklin avait lu Mein Kampf. Ça l'avait fort impressionné. Joseph Paul Franklin avait même choisi son nom en l'honneur de l'un de ses héros, Paul Joseph Goebbels, le responsable de la propagande d'Hitler. Le FBI retraça ses déplacements au cours de l'année précédente et découvrit qu'il coïncidait avec de nombreux vols de banque non résolus. Ils apprirent également que 2 ans plus tôt, il avait envoyé une lettre au président Jimmy Carter dans laquelle il menaçait de le tuer. Il n'approuvait pas son libéralisme relativement aux droits civiques. Le président faisait campagne dans les États du Sud. C'est là que Franklin avait été vu la dernière fois. Les élections devaient avoir lieu quelques semaines plus tard. Si Franklin comptait mettre son plan à exécution, il le ferait sans doute bientôt. Le détective Bell se rappelle comment les agents du FBI et des services secrets sont rapidement passés à l'action. Pour eux, Joseph Paul Franklin ou James Clayton Vaughn était véritablement une menace pour le président Carter, particulièrement à cause du fait qu'il lui avait envoyé une lettre de menace de mort. Ils ont donc distribué sa photo dans toutes les villes qui faisaient partie de l'itinéraire prévu du président. Le FBI devait arrêter Franklin avant que ce dernier ne trouve le président des États-Unis sur sa route. En communiquant avec certains de ses amis, nous avons appris que, pour subsister au cours de sa cavale, il vendait son sang. Nous avons donc envoyé un communiqué à toutes les cliniques du sud-est des États-Unis. Ce communiqué contenait tous les détails relatifs à ce meurtrier. On le soupçonnait maintenant d'avoir fait des victimes dans 7 États différents. Miss Jackson, are you okay? I'm so dizzy. Okay, well, lay down there for a minute. It's going to take just a few minutes to... Le 28 octobre, le fugitif se présenta dans une clinique de Tampa. L'infirmier qui s'occupait de lui reconnut les tatouages pour les avoir aperçus dans le communiqué du FBI, la faucheuse et l'aigle royal. Franklin s'était sans doute dit qu'il prenait moins de risques à vendre son sang qu'à cambrioler des banques. Il avait tort. L'infirmier composa immédiatement le numéro de téléphone du FBI. Des agents fédéraux cernèrent la clinique, puis y entrèrent pour arrêter Franklin. Cette fois, aucune erreur n'était permise. Le tueur se rendit en silence, sans opposer de résistance.
on le conduisit à Salt Lake City en vue de le faire comparaître pour les meurtres de Ted Fields et de David Martin. Il y avait cependant une ombre au tableau, comme nous l'explique Don Bell. Le procureur du comté ne croyait pas que notre dossier était assez étoffé. Pour lui, nos preuves étaient indirectes et il n'était pas prêt à aller en cours avec des preuves aussi minces. Le FBI a alors décidé d'entrer en action. Les agents du FBI croyaient au contraire qu'on disposait des preuves nécessaires pour le faire inculper de violation de droits civiques. Une telle accusation présentait tout de même quelques difficultés. Les procureurs devaient non seulement prouver sa culpabilité dans les meurtres commis dans l'Utah, mais aussi démontrer que le mobile du crime était le racisme. Le FBI garda le présumé tueur en série Joseph Paul Franklin en détention à Salt Lake City, pendant que les procureurs fédéraux tentaient de prouver que ces meurtres avaient été motivés par la haine des Noirs. Des agents interrogèrent de nouveau certaines des relations de Franklin, des membres de sa famille et ses deux ex-femmes. Ils désiraient ainsi obtenir une image plus nette des convictions de Franklin. L'agent Jensen avait envoyé son équipe à Burton, en Alabama, la ville natale de Franklin. Là-bas, nous avons rencontré des gens qu'il connaissait bien. Ainsi, cela nous a permis de bien définir ses antécédents et de savoir comment il était. Nous avons notamment appris qu'il avait des liens avec le Ku Klux Klan et aussi avec le Parti nazi américain. Il avait été arrêté de nombreuses fois pour avoir troublé l'ordre public et à certaines occasions pour possession d'armes. Peu importe où il allait, de nombreux témoins se rappelaient sa voiture. Pour l'assistant du procureur Steve Snarr, la Camaro de Franklin s'est révélée un indice crucial dans cette affaire. La voiture que conduisait Franklin était unique. Elle était notamment d'une couleur particulière. Le propriétaire y avait fait ajouter une ligne rouge. Il y avait aussi de l'équipement spécial à l'intérieur et des pneus d'un modèle assez rare. Toutes ces caractéristiques ont eu pour conséquence que les témoins de Salt Lake City se la rappelaient très bien. L'équipe d'enquête interrogea également deux jeunes femmes qui étaient montées à bord de la Camaro de Franklin. Nous avons retrouvé deux femmes, Sandra et Rhonda. Elles faisaient du stop à quelques pâtés de maison du parc à 16h ou 16h30 le jour de la fusillade. Un homme au volant d'une Camaro les a fait monter à bord de sa voiture. Elles devaient aller à une banque du centre-ville pour déposer leur chèque de paie avant la fermeture à 17h. En montant dans la voiture de Franklin, ce dernier leur demanda si des Noirs fréquentaient le parc. L'une d'entre elles lui répondit que oui. Avant de les déposer, il leur remit des cartes sur lesquelles était imprimée la phrase « Déshabillez-vous ». Bell envoya ces cartes au laboratoire du FBI. Des analystes purent prouver qu'elles étaient identiques à des cartes trouvées dans le coffre à gants de la Camaro de Franklin. Le moment où ces deux femmes avaient rencontré Franklin rendait leur témoignage encore plus intéressant. Elles l'ont revu le même soir aux environs de 20h30 à seulement un pâté de maison du parc. Ainsi, petit à petit, on est parvenu à suivre le meurtrier à la trace juste avant le moment où les victimes ont été tuées. À la prison du comté de Salt Lake City, Franklin était détenu dans une pièce fermée à double tour, étant donné qu'il avait déjà faussé compagnie à ses gardiens. Il se lia d'amitié avec un autre prisonnier, Robert Herrera, détenu pour vol. Peu de temps auparavant, Herrera avait subi des sanctions disciplinaires pour s'être attaqué à un détenu de race noire. Cette bagarre n'avait pas été motivée par le racisme, mais Franklin croyait à tort que Herrera partageait sa haine des Noirs. Il se confia à lui. Cette relation se révélerait très importante plus tard. Il a avoué à Herrera qu'il avait tué les deux jeunes hommes de Salt Lake City et il lui a aussi confié avoir commis un homicide à Oklahoma. Herrera demanda à rencontrer des agents du FBI et des enquêteurs de la police. Il avait une proposition à leur faire. Il désirait témoigner contre Franklin en échange d'une peine réduite. Franklin lui avait expliqué pourquoi il avait tiré sur les deux couples de Liberty Park. Pour lui, les gens de races différentes ne devaient pas se fréquenter.
Quand il avait aperçu les Noirs en compagnie de jeunes filles blanches, il avait décidé de les éliminer. Les enquêteurs ne savaient pas s'ils pouvaient se fier au témoignage de Herrera. Un aveu fait à un autre détenu n'est pas l'argument le plus solide pour obtenir gain de cause. Les enquêteurs demandèrent davantage d'informations à Herrera. Ce dernier leur dit alors où Franklin était allé suite au meurtre de Salt Lake City. Il connaissait les allées et venues de Franklin après la fusillade. Il a quitté Salt Lake City pour Ogden, au nord de la ville. Puis, il a emprunté l'autoroute qui traverse le Nevada et se rend à San Francisco. Là-bas, il a vendu le fusil utilisé pour ce double homicide dans un marché aux puces dans le secteur de la baie de San Francisco. Le détective Bell envoya une équipe au marché aux puces. Les enquêteurs y interrogèrent des armuriers ainsi que des témoins. Ils ont envahi le marché aux puces et ils ont rencontré des témoins qui se rappelaient avoir aperçu Joseph Paul Franklin en train de vendre des armes à feu. Malheureusement, nous ne les avons jamais retrouvées. Même si les armes étaient introuvables, les déclarations de Herrera s'en trouvaient maintenant confirmées. Les déplacements de Franklin suite au meurtre se révéleraient cruciaux au cours du procès. C'était des informations très importantes parce que ni le FBI ni nous n'avions pu déterminer où Franklin était allé après les meurtres. Après avoir corroboré les déclarations de Herrera, ils le rencontrèrent de nouveau. Ce dernier leur révéla que Franklin lui avait avoué d'autres meurtres. Franklin avait tiré sur Larry Flint en 1977, l'éditeur du magazine érotique Hustler, qui devint ainsi handicapé à vie. Il l'avait fait parce qu'il n'acceptait pas qu'on voie dans son magazine des hommes noirs avec des femmes blanches. Il avait également fait feu sur Vernon Jordan, le président de la National Urban League, en mai 1980. Il y avait maintenant assez de preuves pour le faire accuser de viol des droits civiques et intenter un procès contre lui. La poursuite a fait appel à 65 témoins et présenté environ 100 pièces à conviction. Nous avons toutefois été très rapides lors de la reconstitution des événements. Le procès n'a duré que 5 jours et demi. Le jury ne délibéra que 5 heures. Il trouva Joseph Paul Franklin coupable du viol des droits civiques des deux victimes. Il fut condamné à 2 peines d'emprisonnement à vie. Franklin était furieux d'apprendre qu'il passerait le reste de ses jours en prison, mais plus encore à cause du fait qu'un procureur de race noire avait participé à sa condamnation. Dans sa rage, il se leva précipitamment et lança de l'eau à l'avocat. On le maîtrisa rapidement avant de le sortir de la salle d'audience. Après le procès fédéral, le procureur de Salt Lake City croyait avoir des chances de remporter un procès pour meurtre contre Franklin. Il fut conduit à la cour où il avait été détenu pendant quelques mois. Au cours d'une pause, on le laissa quelques minutes sans surveillance dans une salle. Quand le garde revint, il constata que la porte était sortie de ses gonds et que Franklin avait pris la fuite. Il s'était déjà échappé d'une cellule. Cette fois-ci, quand les gardiens sont allés le chercher avant l'arrivée du jury, ils ont constaté qu'il n'était plus dans la salle de conférence. Libre, Joseph Paul Franklin aurait tout le loisir de poursuivre sa campagne meurtrière. Il ne pouvait sortir de l'immeuble que par l'ascenseur qui ne fonctionnait qu'avec la clé d'un gardien. L'un d'eux constata que le panneau de contrôle avait été ouvert. Franklin avait actionné l'ascenseur en établissant le contact entre les fils électriques à l'aide d'une pièce de 10 cents et d'un trombone. Il est parvenu à retirer la plaque de métal de la boîte de contrôle de l'ascenseur réservée aux prisonniers, à mettre les fils électriques à nu et à le faire monter à son étage. Puis, il a disparu. Les policiers firent fermer les rues avoisinantes pendant que les gardiens de la cour fouillaient l'immeuble à la recherche du fugitif. Nous avons immédiatement averti les gens que cet homme s'était échappé. Nous avons alerté tous les policiers disponibles. Ils ont ratissé le centre-ville. Pendant ce temps, un des gardiens de la cour s'est demandé si le fugitif avait remarqué qu'un des panneaux du plafond de l'ascenseur était mal fixé. Il est monté sur le dessus, où il a remarqué des traces de pas dans la poussière.
Il s'est dit que le suspect était peut-être encore dans l'immeuble après tout. Il s'est mis à sa recherche en rampant dans les conduits de ventilation de l'immeuble. Il trouva enfin Franklin. Ce dernier courait comme un rat dans un des conduits. Il était hors de portée du gardien. Il arriva alors au bout du conduit où un autre gardien l'attendait. En l'espace d'une heure, il fut remis en détention. Nous lui avons fait prendre une douche et une fois recoiffé, il est revenu à la salle d'audience. Le jury n'en a pas trop souffert. Il a eu 1 heure de plus pour manger. Au cours des 17 années de prison qui suivirent, Franklin avoua être l'auteur de 16 autres meurtres dans 8 États différents. Il n'a cependant jamais reconnu avoir commis le double homicide de Cincinnati. Le détective Mike O'Brien refusait d'abandonner la bataille. Il a continué d'amasser les indices dans l'espoir de faire accuser Franklin un jour de ces meurtres. La chance a souri à O'Brien quand il a réussi à convaincre Franklin de rencontrer Melissa Powers, l'assistante du procureur de Cincinnati. Franklin est entré dans la pièce. Madame Powers s'est présentée, elle lui a dit qui elle était et pourquoi elle était là. Tout de suite après s'être assis, il lui a dit « Vous savez, j'ai tué 6 enfants à Cincinnati. » En 1998, Franklin a eu droit à 2 autres peines d'emprisonnement à vie pour le double homicide de Cincinnati. Au Missouri, il a été condamné à mort pour 2 autres meurtres. Franklin n'aurait plus jamais l'occasion de s'évader. La violence de Franklin continue de hanter le détective Bell. Je ne peux pas comprendre ce type de meurtrier, ni qu'il puisse s'attaquer à un parfait étranger à cause de sa race ou de la personne avec qui il se trouve et à qui il parle. Je ne comprends pas qu'il ressente ce besoin de les tuer. C'est l'un des rares individus pour lesquels je ne trouve pas d'explication. C'est encore difficile pour moi de comprendre. Les familles des victimes ont retrouvé une certaine paix de l'âme car Franklin est maintenant derrière les barreaux. Il ne pourra plus jamais faire de nouvelles victimes.